J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison. Ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Ce monologue de Phèdre, Jean Racine l'écrit en 1676. La puissance et la violence machiavélique de son héroïne, amoureuse éperdue de son gendre, sont tout entières contenues dans ces 2 derniers vers. Comment et de quel droit pourrions-nous détester une marionnette des dieux qui n'a besoin de personne pour se maudire elle-même? Elle se définit comme l'objet infortuné des vengeances célestes. Comment peut-on la détester? Cette image est un coup de force. Elle est d'une efficacité effroyable. Elle va couper court à toute aversion que Phèdre, la belle-mère incestueuse, pourrait nous inspirer. En fait, cette image laisse place à une indulgence dont personne ne pourra plus se départir. Un discours sans image, un discours sans métaphore va perdre de sa puissance. C'est inéluctable. Ceux qui vous écoutent ont toujours besoin de raccrocher vos mots à des visions qui doivent les accompagner et surtout les obséder jusqu'à la fin de votre discours. Comment persuader, raconté par Marie Dosé, réalisé par François Test. Audience surprise. Épisode 2, des images fortes pour happer l'auditoire. Faites entrer le premier témoin. Ah, Cruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. En audience, il m'arrive très souvent de repenser à cet aveu de Phèdre à Hippolyte, l'objet de son amour interdit. Je trouve que c'est un exemple magistral de plaidoirie. D'abord parce qu'il y a une intensité dramatique très inspirante dans ces monologues, et puis qu'en fait, ces monologues sont des dialogues fictifs. L'orateur, on a le sentiment qu'il s'adresse à lui-même. C'est un dialogue intériorisé, et c'est ça, en fait, qui fait sa force. On entend que le personnage se persuade de ce qu'il éprouve. Il va se raconter à lui-même ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait dû faire. Et je me souviens d'une des plus belles plaidoiries que j'ai entendues qui tenait sur ce fil-là précisément, celui d'un dialogue intérieur entre l'assassin d'hier et l'accusé d'aujourd'hui qui n'était plus du tout le même. Il y a le rythme aussi. Il y a la grande musicalité des vers de Racine. Et très sincèrement, je la retrouve nulle part ailleurs. Il n'y a pas de discours sans rythme, il n'y a pas de discours sans musique, sans souffle, sans va-et-vient, sans vagues successives. Il faut toujours veiller à ralentir, à faire silence, à mieux accélérer. C'est le rythme qui tient l'auditoire en éveil. Le rythme qui le captive et qui parfois peut le faire vaciller. À cette aune, Racine est le plus extraordinaire des compositeurs. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Phèdre est amoureuse de son gendre, et elle veut se dédouaner d'un tel crime. Alors elle va utiliser une image, l'image des dieux qui ont allumé le feu fatal à tout son sang. C'est ça qu'on appelle une métaphore. C'est ce qui permet d'exprimer ce qui est réel sous la forme d'une image forte. C'est un outil rhétorique puissant, mais attention, il peut s'avérer très dangereux. Dans une audience, par exemple, l'émotion émane rarement du box. Elle est l'attribut des parties civiles, des victimes, de ce qu'elles ont souffert. Et elle envahit parfois l'enceinte judiciaire jusqu'à tétaniser la défense, jusqu'à tétaniser le box des accusés. Les juges, les jurés, évidemment, vont s'identifier facilement aux parties civiles, aux victimes. Nous souffrons tous de la souffrance de l'autre et nous avons tous peur un jour de souffrir comme il souffre. S'identifier à l'accusé, faire naître l'émotion dans le box de l'accusé, ça, c'est une toute autre histoire. Et la métaphore va pouvoir nous aider. Lorsqu'elle se rapporte à une situation émotionnelle universelle, elle va être évidemment susceptible de toucher les juges dans ce qu'ils ont de plus intime. La métaphore, elle doit être comprise de tous et accessible à tous. Pour être efficace, vous devez toujours choisir une métaphore avec soin. Ne pas la laisser au hasard, ne pas faire confiance à vos fulgurances. Elle doit sonner juste
elle doit sonner comme une évidence. Si vous choisissez une métaphore trop vite, elle sera trop bancale, elle sera embrouillée, nébuleuse, et elle ne va pas s'imposer clairement à tous. Alors là, nécessairement, elle va devenir contre-productive. Je vous propose de réécouter ce passage du monologue de Phèdre en étant attentif aux images que Racine utilise pour parler d'amour. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison. Ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Le poison pour parler de l'amour, ou plus exactement du fol amour, de l'amour incestueux, de l'amour interdit. Ce poison qui va consumer à petit feu, qui prend peu à peu le pouvoir sur le corps et sur l'esprit. Il met celui qui en est destinataire dans une position de victime absolue. Et c'est cette position de victime absolue qui va le contraindre à l'inaction, à la passivité, qui va annihiler toutes ses résistances. En fait, la qualité de cette métaphore, elle est confortée par la précision de Phèdre, qui écarte radicalement l'hypothèse selon laquelle elle aurait, du fait de sa lâche complaisance envers lui, nourri le poison et fini par accepter, par accueillir l'amour qui grandissait en elle. Phèdre vous dit « Mais non, j'y peux rien. Moi, je suis l'objet infortuné des vengeances célestes. Je n'ai pas choisi d'aimer mon beau-fils. Elle ne reconnaît son crime que parce qu'il est celui de la malédiction et de la volonté des dieux qui s'acharnent sur elle et sa famille. En fait, elle donne naissance à cet amour incestueux tout en étant l'objet, et donc la victime. Vous pouvez imaginer à quel point une telle métaphore parle à l'avocat de la défense ? Dans le passage à l'acte du criminel, il y a toujours ce qu'il a voulu, ce qu'il a maîtrisé, et puis ce qui lui a échappé. Ce dont il se sent victime. Il s'en sent victime pour pouvoir accepter, admettre et même supporter la violence qu'il a commise. Eh bien, cette métaphore, elle m'évoque bien des accusés que j'ai pu défendre. Phèdre, comme certains de mes clients, se ment à elle-même pour continuer à aimer. Être la victime d'un sentiment autorise à l'éprouver puisque ce sentiment est enfant du destin qui s'abat sur vous. C'est une façon en fait de reconnaître le crime tout en décidant de s'en absoudre. Et s'agissant des accusés que je défends, c'est déjà ça, la reconnaissance du crime. Est-ce que finalement, quand on y réfléchit bien, on ne fait pas tous ça ? Je travaille très souvent sur cette métaphore du poison en plaidoirie, notamment quand le prévenu ou l'accusé doit répondre de violences sexuelles. Pourquoi ? Parce que le temps judiciaire, ça n'est jamais le temps de la prise de conscience. L'enjeu d'un procès est tel qu'il empêche l'accusé d'aller au bout de son aveu. Parce qu'au bout de l'aveu, parfois, il y a l'effondrement psychique. Pas seulement la sanction, mais l'effondrement psychique. Et la métaphore du poison, cette victimisation qui ne dit pas son nom, c'est une première étape essentielle dans la reconnaissance des faits. Parce qu'elle permet surtout d'ériger enfin un pont entre l'accusé et ses juges. C'est déjà ça, et c'est déjà beaucoup. C'est le début d'une prise de conscience digne de ce nom. Dans la vie de tous les jours, l'image va vous aider à définir et à illustrer ce que vos mots ne suffisent pas à décrire. L'image, la métaphore, ça remplace les rires, ça remplace les larmes. Ça remplace l'émotion qui passe par le corps et qui racontera à l'autre ce qu'on ne peut pas dire. Et puis souvent aussi, la vie nous oblige à décrire et à démontrer trop tôt ce que nous n'avons pas encore tout à fait compris, tout à fait assimilé en nous. L'image, la métaphore, elle est là pour ça. Elle trouve les mots justes à notre place et elle les confie à l'auditeur. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux, un moment, pouvaient me regarder. Que dis-je ? Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? Alors, dans cette strophe, c'est l'apostrophe.
Et c'est l'apostrophe qui va conforter la métaphore et qui va accentuer l'intensité dramatique. Demander à Hippolyte l'objet de son désir, qu'il ose poser le regard sur elle, sur l'amour qu'elle lui porte ou que les dieux lui ont infligé malgré elle, voilà qui constitue le pire des aveux et qui, in fine, signe sa fin. Elle semble même utiliser l'apostrophe pour mieux se condamner, Phèdre. La force de ces vers ne tient pas seulement à celle de la métaphore. Elle tient finalement bien plus à l'apostrophe parce que c'est l'apostrophe qui élève le propos et qui permet de prendre de la hauteur. Cet entremêlement d'apostrophe et de métaphore m'a fait tout de suite penser à ce fameux discours d'André Malraux que tout le monde connaît lors de la panthéonisation de Jean Moulin en 64. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Sans forcément avoir recours à la métaphore, j'utilise souvent des images fortes pour appuyer mon propos, notamment en plaidoirie. S'agissant par exemple des enfants français qui croupissent dans les camps de Syrie, qui sont nés sous Daesh ou qui ont été emmenés par leurs parents, là-bas, je convoque souvent l'image des enfants nés dans les Lebensborn. Les Lebensborn, c'était ces orphelinats conçus par les nazis pour améliorer la race. Ces enfants, en 44-45, à la fin de la guerre, on ne savait pas très bien quoi en faire. En tout cas, beaucoup de Français les ont adoptés. Et notamment des Lorrains, la région où j'ai grandi. Et je me suis toujours dit qu'on avait été capable d'adopter les enfants de ceux qui avaient tué nos frères, nos pères, nos fils, et qu'on n'est plus capable aujourd'hui de rapatrier des enfants français qui n'ont pas demandé à être emmenés en Syrie ou à naître en Syrie. Ça, c'est une image forte qu'on peut convoquer sur un sujet d'actualité. Ce qui va susciter de la culpabilité, et ce qui va susciter surtout de la culpabilité obsédante, parce que c'est ce qu'il faut viser, c'est cette juxtaposition entre l'image de l'enfant qu'on a réussi à sauver en 1945 et l'image de l'enfant qui meurt là, aujourd'hui, par notre faute, par notre inertie. La cloche a sonné, c'est donc l'heure du cas pratique, l'exercice à faire chez vous. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Dans ce discours de 2002, Jacques Chirac va utiliser une image forte qui est restée dans les annales pour annoncer les ravages sur l'urgence climatique. Vous allez développer l'image de cette maison qui brûle en utilisant des métaphores et des images fortes qui frappent l'imaginaire. Évidemment, vous pouvez détailler les pièces qui s'embrassent dans les flammes, les objets intimes du quotidien qui se consument, mais pas seulement. Essayez d'aller plus loin que ça encore. À mon avis, la métaphore n'est pas le meilleur outil pour provoquer l'émotion. Elle sert surtout à une meilleure compréhension. Nous allons tenter dans le prochain épisode de travailler sur l'arme rhétorique émotionnelle.